ma situation. Et c'est d'ailleurs ce que je vais présenter dans le cadre de cette présentation. En fait, ma recherche porte sur la mise en récit de la Croix des Beaux-Salles en tant que lieu de mémoire de l'esclavage. En fait, pour présenter un peu la Croix des Beaux-Salles, on dirait que la Croix des Beaux-Salles c'est aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme un marché un marché un marché de fruits et de légumes, mais qui, depuis le 16e, du 16e au 18e siècle, a été vraiment le théâtre d'un échange, disons, entre personnes qui ont été transportées de force des côtes ouest, des côtes africaines, et pour être vendues dans la Caraïbe et puis être mises en situation d'esclavage. Bon, j'ai précipité un petit peu, mais pour vous mettre un peu dans l'ambiance de la présentation, nous dirons que je vais d'abord faire une petite présentation du site, présenter un peu l'objectif de la recherche et quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour organiser le terrain avec la méthodologie qui a été adoptée et quelles sont les stratégies de recrutement qui ont été mises en place et quels sont les contournements à partir de ces stratégies, de la réalité du terrain par exemple, qui ont été mises en place et qui nous amènent à parler du terrain, de l'ethnographie, disons, en ligne, bien de l'ethnographie par l'utilisation du numérique et quelques considérations qui vont être faites. Alors, je vous ai parlé de la Croix des Beaux-Salles qui se trouve, qui est un marché de fruits et de légumes en plein cœur du centre historique de Port-au-Prince. Si vous voyez dans la carte ici la partie rouge, ici c'est plus ou moins la localisation de ce marché et comme je vous disais, ici cette carte présente plus ou moins la situation de la zone de la Croix des Beaux-Salles qui, dans les années 1766, donc soit un siècle après le début, après l'ouverture de ce marché qui a été considéré comme un marché entre guillemets d'esclaves. En fait, je dis entre guillemets parce que normalement, rendu au débarquement de ces captifs, ils n'étaient pas encore considérés comme esclaves. Donc, mais en fait, c'était comme un processus qui est considéré, par exemple, à partir de la vente de ces gens, mais effectivement en plein cœur de ce marché, et bien c'est à ce moment-là que les gens, ils ont été disséminés partout à travers la colonie et pour être mis en esclavage. Alors, déjà, nous parlons de la colonie, mais c'est une colonie, enfin, c'est pour contextualiser un peu, il faut dire que en fait, Haïti, avant l'invasion des colonialistes, s'appelait déjà Haïti. Par les autochtones qui ont vécu sur l'île. Et ils étaient connus comme particulièrement des Taïnos, des Taïnos, des Caraïbes. Il y avait aussi des ethnies comme des Caraïbes, des Arawaks, des Sibonais. Ce sont ces peuples-là qui ont vécu sur le territoire et qui ont connu un destin tragique à partir de 1492 avec l'invasion de la cavalerie de Christophe Colomb et qui a pratiquement tout emporté avec lui et qui par la suite va provoquer, disons, une décimation en très grand nombre de cette population sur l'île et qui, et à partir de 1503, ils vont commencer à faire venir des Noirs d'Afrique et c'est à ce moment-là que l'esclavage va commencer sur ce territoire. Alors, il faut préciser que
l'esclavage n'a pas commencé sur ce territoire avec les Français, mais plutôt avec les Espagnols, et qui vont par la suite passer cette partie de l'île. Quand je dis cette partie de l'île, parce que normalement l'île est séparée en deux parties, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a une partie qui est connue comme la République dominicaine et l'autre partie Haïti. Et bien à partir de 1625, eh bien, l'île a commencé à être disons, habitée par des forces étrangères et même plus un peu du côté français, et qui, à partir de le traité de Ryswick en 1697, va être connu officiellement comme une partie de l'île sous la domination de la France. Alors, c'est plus ou moins pour vous présenter la situation, pour vous dire que la Croix des Beaux-Salles est la porte d'entrée des personnes capturées des côtes africaines dans la colonie de Saint-Domingue, et notamment un ancien site de vente d'esclaves tel que je l'avais présenté, alors qui s'est transformé à partir de l'indépendance d'Haïti en 1804 en un marché de fruits et de légumes, mais qui garde toujours un lieu qui garde, selon la prescription de l'anthropologue Tony Priestley-Sano, où les femmes et les hommes, ils vendent de tout, des peignes à cheveux au crabe. Bon, pour présenter un petit peu la situation de l'île. Alors, pour présenter un peu le site suivant sa situation actuelle, nous dirons que la Croix des Beaux-Salles, au cœur du centre historique de Port-au-Prince, est considérée comme l'un des points d'atterrissage du commerce triangulaire et du 16e au 18e siècle. Et suivant le découpage administratif de la mairie de Port-au-Prince, Croix des Beaux-Salles, ce site est délimité au nord par le quartier de La Saline, et à l'est par Saint-Martin, au sud-est par le quartier de Saint-Joseph, et au sud par le quartier de Bicentenaire. Et ce sont tous des quartiers qui forment, qui quadrillent le site de la Croix des Beaux-Salles, le marché de la Croix des Beaux-Salles. Alors, son rôle clé dans l'industrie de l'esclavage à Saint-Domingue a attiré l'attention de beaucoup de chercheurs. Je fais référence à l'anthropologue Sidney Means, qui a consacré, disons, toute une partie de ses recherches, en soi, de la fin de la première moitié du XXe siècle et le tout début jusqu'à la fin du XXe siècle. L'anthropologue Sidney Means, il a fait de la Croix des Beaux-Salles, mais disons mieux, de Port-au-Prince, son champ de recherche et d'observation. Mais aussi, on allait avoir, disons, au XXIe siècle, il y a l'anthropologue Tony Priestley-Sano qui fait de ce marché, du marché de la Croix des Beaux-Salles, mais aussi son lieu d'observation et de recherche. Alors, disons que j'ai décidé de travailler sur cette thématique à la suite d'une visite que j'ai effectuée en 2019 dans le cadre d'un projet à l'île de Gorée, au Sénégal. Et là, j'ai pris goût de voir à partir de la présentation de ce site de l'île de Gorée, et que ça a fait comme un déclic par rapport au fait que l'île de Gorée a constitué, selon la configuration de l'espace, comme le lieu d'embarquement, et tel qu'il le nomme, la porte du non-retour de ces personnes qui ont été capturées des côtes africaines, en fait, d'un des points des côtes africaines, et pour s'échouer dans la rade de Port-au-Prince, dans la baie de Port-au-Prince, donc que moi je considère comme un point de chute. Donc à partir de là, ce déclic a été fait pour que je prenne en considération ce site comme lieu, comme un site pour mes observations de recherche. Et
ceux qui étaient destinés à Saint-Domingue, à savoir les personnes mises en situation d'esclavage, étaient accueillis au débarcadère de l'ancien port marchand qu'est la Croix des Boussales pour être mis en esclavage. Alors, et Gorée a été du 15e au 19e siècle le plus grand centre de la traite négrière de la côte africaine, comme l'a mentionné l'UNESCO. Et le développement, la mise en mémoire et la mise en tourisme de ce site compte aujourd'hui pour une part importante de l'économie sénégalaise. Donc, à partir de cet exemple, je me suis plus ou moins intéressé à la Croix des Boussales. Mais vous allez voir, la présentation qui est faite du lieu, point n'est mention, aucune mention n'est faite d'une prise en charge soit de l'État ou de la société civile par rapport à ce que ce lieu représente dans l'histoire haïtienne. Et pour ce faire, je mobilise le concept de mémoire comme base pour aborder les principaux les fondements théoriques de la mémoire de l'esclavage par rapport à ce lieu. Alors, les objectifs cette recherche vise à contribuer à la compréhension des processus sociaux par lesquels la mémoire de l'esclavage est abordée et tissée dans la vie quotidienne, dans cet espace public qu'est la Croix des Boussales. Elle entend aussi articuler les relations contemporaines entre la Croix des Boussales et les récits historiques avec l'histoire orale haïtienne. Il s'agit également d'étudier les discours construits dans l'histoire orale haïtienne autour de la Croix des Boussales et d'identifier l'extension du terme Boussale dans l'imaginaire collectif haïtien, compris comme un marqueur de circulation et des imaginaires qui ont rayonné à partir de l'espace physique et discursif qui m'intéresse ici. Alors, pour arriver à cette fin, j'ai développé comme méthodologie, alors pour répondre aux différentes questions que la recherche m'impose, j'ai adopté dans un premier temps pour une double approche concernant à la fois l'histoire du site de la Croix des Boussales, mais aussi les pratiques auxquelles ce site est consacré. Dans un premier temps, j'ai préconisé une approche ethno-historique pour étudier la Croix des Boussales à la fois comme un lieu inscrit dans l'histoire et comme un lieu de mémoire construit dans les récits et les représentations locales et nationales. Alors, une telle approche a nécessité pour moi des recherches documentaires complémentaires dans les archives coloniales françaises et en Haïti pour plus ou moins éclairer l'histoire du lieu et son usage avant l'époque coloniale française. Mais aussi, cette recherche est censée permettre de reconstituer les éléments de ce passé comme base d'analyse anthropologique à partir des sources coloniales que je rapproche néanmoins de l'histoire orale. Alors, cette approche est complétée par un travail de terrain mené dans un premier temps sous forme d'entretien semi-directif, mais aussi d'observations ethnographiques, entretiens qui ont porté sur la manière dont ces personnes se représentent le lieu et leur compréhension du terme bossal en fonction du discours véhiculé dans les relations sociales et dans l'histoire haïtienne, et dans l'histoire orale haïtienne. Alors, pour recruter les informateurs, des voies ont été empruntées. J'ai emprunté des voies suivant les groupes de participants envisagés. Par exemple, pour les socioprofessionnels, pour la catégorie des socioprofessionnels, j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux, à savoir les réseaux socio-culturels du secteur culturel en Haïti, mais aussi sur Facebook, sur WhatsApp, sur LinkedIn et sur Twitter également.
Mais aussi, j'ai procédé par des appels en personne et ou où j'ai adressé des courriels à des personnes, en fait, telles que je me suis entendu avec le comité d'éthique pour la recherche. Mais pour ce qui concerne les marchands comme deuxième catégorie de personnes à interviewer pour moi, je me suis appuyé sur des canaux de diffusion de la mairie de Port-au-Prince, mais à partir de la base de données du service des impôts, mais aussi qui détient la liste des commerçants ou des marchands. Les commerçants qui constituent l'une de cette catégorie à interviewer ont été recrutés sous la base d'ancienneté de leur occupation du site de la Croix des Moussins, ou bien du marché de la Croix des Moussins. Et le choix d'un commerçant ou d'un marchand en particulier est donc aléatoire, mais tout en prenant en considération seulement la base d'ancienneté. Une partie des enquêtés a été recrutée pour cette catégorie par technique de boule de neige, et donc ou par personne interposée. En particulier, je me suis bogué sur d'anciens directeurs du marché qui, eux, ont une très bonne connaissance, une fine connaissance des personnes qui ont vécu, qui ont occupé le lieu pendant plus de 30 ans, pendant plus de 40 ans. Maintenant, alors là, je vous présente la situation de base telle que je me le suis entendu dans ma tête. Mais rendu à un point, au début, la recherche a débuté sans problème. Ben, je suis rendu à un point où je me suis heurté à certains problèmes sur le lieu. Premièrement, un problème qui donne, disons, tel que les images le présentent, qui donne mais vraiment l'impression d'un lieu abandonné, laissé pour compte par rapport à la situation physique du marché. C'est comme un marché qui est en proie aux déchets, aux détritus, mais aussi en proie aux luttes armées par des gangs qui ont pratiquement parcellisé des territoires qui environnent le marché et qui se livrent à des guerres impitoyables et qui ont causé mais vraiment des cas de décès sans précédent. Alors, compte tenu de la complexité de ce terrain de recherche, je me suis donc livré à ce que Sandy Larose a bien contextualisé pour moi, à une sorte de mise en ligne de ma recherche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que avant même d'envisager cette forme de mise en ligne de ma recherche, en fait, telle que je l'avais entendue avec le comité éthique, ma recherche a été teintée de préférence d'une partie du numérique parce que normalement, comme je vous l'avais mentionné, certaines de mes annonces ont été faites en utilisant les réseaux sociaux numériques. Alors, la complexité de cette situation a même affecté mon implication dans la communauté. Quand je parle de la communauté, je parle de la communauté qui environne ce marché, ou dans certaines fois, je me suis porté comme volontaire pour donner des conférences, pour faire des animations dans une école qui se trouve dans les parages du marché, à quelques kilomètres, disons à quelques mètres, disons du marché, où à un certain moment j'ai dû
j'ai la zone, par exemple, de La Saline, ça, en fait, là, il y a je parle du lycée de La Saline, où j'ai dû ajourner des séances de conférences qui ont été programmées avec les jeunes de la zone, puisque mes points de contact, les personnes de contact que j'ai, ils m'ont assuré ne pas pouvoir, ils m'ont informé ne pas pouvoir assurer ma sécurité à l'entrée de la ville pour mes journées d'observation. Donc, en plus de cette situation, il y a la crise politique qui est doublée de l'insécurité que connaît le pays, mais en particulier Port-au-Prince, parce que normalement Port-au-Prince, c'est là où toutes les catastrophes se jouent, où tous les cauchemars se jouent. Et donc, je me suis donc rendu compte qu'il me fallait adapter la recherche avec des outils numériques et des réseaux sociaux. Donc, en même temps, cela n'empêche pas d'être très soucieux d'établir de bonnes relations avec les participants et les facilitateurs, que je les appelle des facilitateurs sur le terrain. Il convient également de mentionner que certains de mes participants, ils étaient contactés par le biais d'outils numériques tels que je l'avais mentionné, et car certains d'entre eux ne vivent pas à Port-au-Prince. Il y en a qui vivent dans les villes de province, mais aussi il y en a qui vivent à l'étranger. Donc, ce qui fait que j'ai dû prioriser non seulement pour les contacter, soit via WhatsApp ou par courriel. Mais je fais surtout mention à la catégorie socio-professionnelle. Et par la suite, après avoir pris rendez-vous, on a dû s'organiser pour avoir nos rencontres par Zoom ou bien par Microsoft Teams ou bien aussi par Google Meet. Ce sont ces trois canaux qui ont été utilisés pour que je puisse mener mes entretiens que j'enregistre et puis par la suite passer à la transcription de mes verbatims. Donc, de toute évidence, mon utilisation des outils numériques soulève deux défis. Le premier défi est lié au fait qu'il y a eu par moment des problèmes techniques, problèmes de connexion d'Internet, parce que dans certains points, il n'y a pas, disons, une connexion Internet à haut débit, ce qui fait que parfois ça bug et qui a entravé dans certains des cas mes entretiens, qui m'a obligé de prendre des dispositions assez particulières. Mais le second problème est lié à la méthode que j'utilise. Enfin, je fais référence à la méthode parce que déjà, sachant que déjà dans notre inconscient, il y a le schéma canonique de base qui définit la recherche ethnographique, qui renvoie aux prescriptions de François Laplantine, faisant état du fait que l'observation, la recherche ethnographique est l'observation par imprégnation lente et continue des groupes humains minuscules avec lesquels on entretient des rapports personnels. Eh bien, ce postulat qui hérité de Malinowski a longtemps dominé. Enfin, on peut pas. On doit l'accepter. Et a longtemps dominé l'espace de la recherche anthropologique où on priorise le rapport humain, le contact humain, mais avec la pandémie, bien avant la pandémie, mais la pandémie a plus ou moins accentué plus ou moins cette situation, a fait qu'on est obligé de trouver des formules alternatives pour garder en vie cette discipline qui nous est chère. Donc, avec cette situation, donc il est évident pour moi que l'utilisation du numérique pour réaliser des entretiens ethnographiques dans le cadre de mon terrain constitue un atout majeur à l'accomplissement de ce terrain. Cependant, je me suis heurté à ces problèmes dont je vous ai fait mention.
Et ce qui provoque un sentiment que mon terrain n'est pas accompli tel que je l'aurais souhaité, mon terrain n'est pas, ou bien je me pose, ou on se pose la question, est-ce que, par exemple, dans le concert des pairs, on ne sera pas face à un problème ou bien à des critiques comme quoi le terrain anthropologique n'est pas accompli en quelque sorte. Donc, ce sont toute cette bulle-là dans laquelle on peut, enfin, par rapport à moi, je l'ai réfléchi, je me suis dit que je ne suis peut-être pas le seul dans cette situation. Et dans ce cas précis, je me suis dit que, eh bien, ce problème qui relève d'ordre anthropique par rapport au contact physique des participants dans ma recherche, je me suis dit que un espace tel que cet espace de discussion comme le colloque étudiant serait pour moi un espace où je pourrais plus ou moins dissiper quelques des doutes que j'ai par rapport à la situation dans laquelle je me suis retrouvé dans le cadre de ma recherche. Donc, je me fie à vous pour tant dans des questions, mais aussi dans des idées, dans des suggestions qui pourront m'être données dans le cadre de cette recherche, parce que je dois vous aviser jusqu'à présent, j'envisage un retour sur le terrain une fois la situation plus ou moins calme, parce que normalement il y a une catégorie qui me paraît un peu difficile d'envisager de faire des entretiens à distance. C'est la catégorie des marchands, pour plusieurs raisons qu'on connaît, parce que c'est un groupe moins scolarisé et donc moins enclin à l'utilisation des réseaux sociaux numériques. À ce moment-là, cela relève un des défis majeurs pour moi pour la poursuite de mon terrain de recherche. Donc, je me suis dit que c'est au moins l'espace où je pourrais compter sur des avis divers et des commentaires par rapport à la situation de cette recherche. Donc, c'est pour le moins quelques éléments que je pourrais vous partager de la situation dans laquelle je me trouve pour l'instant. Je vous remercie et j'attends des commentaires, des questions et des suggestions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ozar. Belle présentation qui clôt, je pense, voilà, tout ce panel. Et un petit truc de 5 minutes en plus dans le temps, mais je trouve que c'est quand même très bien parce qu'au moins ça équilibre très bien. On a un quart d'heure de questions, puis on termine avec les 5 minutes. Voilà le petit mot de clôture de Jessica. Donc là, je suis vraiment pas trop sûre si c'est Laurent, c'est toi qui permet de donner le temps de parole aux gens, mais moi je peux désigner qui a la parole, c'est ça? Non. Ouais, ben en théorie, je peux le faire là. Vas-y, je te laisse prendre le relais, Laurence, pour les questions. Excellent, merci Clara. Donc, comme Clara l'a dit, on a 15 minutes là, de questions-réponses. Donc, si vous avez une question, là, vous pouvez signifier. Donc, je vois qu'il y a Annick déjà là, qui a levé sa main virtuelle. Donc, vous pouvez faire des commentaires brefs, des questions. On va voir comment ça s'enchaîne, s'il y a d'autres personnes qui vont avoir des questions ou pas. Donc, on peut commencer avec Annick. Alors, bonjour. Ma question, dans le fond, est pour Mozart. Si je comprends bien, tu t'es rendu en Haïti la première fois. Donc, ensuite, par les faits, obligé de travailler en ligne. Mais ça te permet quand même de faire des contacts, des relations avec les gens sur le terrain. Mais si je comprends bien, si jamais tu n'avais pas pu y aller du tout, la question de la façon qu'elle a été travaillée seulement en ligne n'aurait pratiquement pas été possible vu la communication avec les gens directement au marché est difficile. Là. Parce que là, dans le fond, si l'ouverture s'est faite en présence, mais par la suite, si ça n'avait pas été fait comme ça, il aurait fallu pratiquement peut-être changer de sujet ou contourner la question de départ, non?